Prenez soin de votre super-héros, tout un programme. Là, c'est moi au milieu. Je m'appelle Audrey Akoun, donc il y a eu Artus a fait une super présentation de ce que je faisais, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que j'ai 42 ans, que je suis mariée pour la 3e fois et que j'ai 4 enfants qui vont de 7 ans à 23 ans. Moi, je suis le pur produit de l'éducation à la performance. J'ai été élevée pour devenir Wonder Woman. Mes parents, qui étaient très aimants, voulaient le meilleur pour moi, et le meilleur, selon eux, c'était d'avoir un job qui déchire. C'est-à-dire, pour ma mère, un job qui me rendrait indépendante financièrement, donc ça veut dire gagner beaucoup d'argent, et pour mon père, alors lui voulait que je fasse Polytechnique ou l'ENA, rien que ça, donc j'ai été élevée dans ça, et j'ai été plutôt sympa comme fille, puisque toute mon enfance, tout ce que je faisais, je le réussissais. Donc j'étais première de la classe, je faisais du tennis, je devenais championne de tennis, de la danse, un petit rat de l'opéra, du piano, c'était super, et mes parents, quand ils invitaient des amis à la maison, me demandaient de jouer du piano. Alors moi, ça me saoulait, c'était horrible, mais je dois avouer que de voir la fierté dans leur regard faisait ma soirée et justifiait de jouer pendant un quart d'heure devant leurs copains. Donc j'ai continué le système comme ça pendant longtemps, j'ai eu mon bac avec mention, et puis après le bac, moi je voulais faire de la psycho. Et mes parents m'ont dit, ma fille, tu es intelligente, attention, la psycho, c'est pour les glandeurs, c'est ceux qui jouent au tarot à la fac, tu peux faire beaucoup mieux quand même. Donc, je me suis inscrite dans l'équivalent aujourd'hui de ce qu'est une double licence, un double cursus en droit, français et anglais. Ça, c'est classe. Et j'ai commencé le droit, et à la fin de l'année, j'ai été bien récompensée. J'avais pas tout à fait encore 19 ans, et j'ai eu un bébé. Donc à 19 ans, je suis tombée enceinte. Et là, comme j'étais Wonder Woman, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre la face? J'ai dit, moi je suis hyper balèze, je vais assumer et des études et d'avoir un enfant, genre mère célibataire, nickel, c'est super. C'est ce que j'ai fait, et après j'ai continué. Alors pendant des années j'ai continué, donc j'ai trouvé un mari quand même, ça faisait mieux dans le paysage. J'ai fait un 2e enfant, un 3e enfant en même temps que mes études. Alors j'ai des trucs rigolos, j'ai failli accoucher dans un amphi à la fac pendant les partiels. Enceinte de 8 mois, ça aide quand on n'a pas révisé un oral et qu'on arrive enceinte de 8 mois, je détestais la matière et ça attendrit l'examinateur, donc quand même ça peut aider. Et j'ai continué comme ça jusqu'à avoir un joli diplôme de notaire, donc bon métier qui gagne très bien sa vie et ça donne un statut. Notaire, c'est quand même un peu la classe, enfin à l'époque, ça l'était, c'était il y a longtemps, un peu moins aujourd'hui. Et j'étais trésorière de l'association des parents d'élèves. Je m'occupais, donc j'allais à la fac la journée, je m'occupais des enfants la fin d'après-midi, je faisais les devoirs, je donnais à manger, je les couchais, et puis après le soir, je refaisais des devoirs. Et comme je m'embêtais un petit peu dans les années 2000, c'était le début des startups Internet, j'ai monté le premier magazine pour étudiants sur Internet qui a été racheté par l'étudiant, le magazine, le vrai magazine L'étudiant. Donc autant vous dire que j'étais parfaite, que c'était génial. Et tout ça m'amène à l'âge de 25 ans, où là, ça faisait 2 ans que j'étais notaire collaboratrice et qu'on me propose l'association dans l'office notarial. C'est le truc qui n'arrive jamais au bout de 2 ans. Il faut attendre 8 ans, 10 ans pour que... Et là, on me sert le truc sur un plateau. Donc vous imaginez bien, le soir, on fait la fête, on débouche le champagne, la famille, mes parents, mon mari, mes enfants. Et le lendemain matin, je me réveille et voilà ce qui se passe. Je suis clouée dans mon lit. Je pleure et je ne peux pas poser le pied par terre. Ça s'appelle un burn-out, une dépression. Il venait de m'arriver un truc archi génial qui était quand même la consécration de tout un parcours ou de réussite. J'avais réussi ce qu'on m'avait demandé de faire. Et là, je m'effondre complètement et je suis une chiffre-molle dans mon lit. Et ça a duré des semaines, ça a duré des mois. Des mois où je ne pouvais pas fonctionner, des mois où à peine je me levais, il fallait que je retourne au lit, où je n'arrêtais pas de pleurer. Et surtout, je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. Et ça a été très dur. Et donc à ce moment-là, je me suis dit,
ça sert à quoi d'être Wonder Woman? Ça sert à quoi de tout réussir et tout ça? Et j'ai commencé à me poser les vraies questions, celles que je m'étais jamais posées avant, parce que j'étais dans le faire, dans l'action. Et là, je me suis dit, mais j'ai été le bon petit soldat toute ma vie. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, super, j'ai réussi. Est-ce que je suis heureuse? Pas sûre. Un truc dont je suis sûre, c'est que je suis épuisée, que j'ai 25 ans et que j'arrive même plus à fonctionner, c'est pas normal, parce qu'un corps de 25 ans, moi je pensais que le corps, en fait, quand on est jeune, tant qu'on veut, on peut, on y va, et puis que ça tient. Or, là j'avais compris que même quand on veut, parfois, on ne peut pas. Et je me suis aperçue qu'en fait, en voulant être le bon petit soldat, j'étais complètement à côté de mes pompes. J'avais choisi une voie qui ne me plaisait pas, dans laquelle j'étais compétente, mais qui ne me plaisait pas, qui n'avait aucun sens pour moi, ça correspondait même pas à mes valeurs, en plus. Et je me suis demandé pourquoi j'en étais arrivée là. Et j'en étais arrivée là, tout simplement pour une chose. Et tout à l'heure, Monsieur Bouzou en a parlé, la peur. Et moi, c'était la peur de ne pas décevoir. Quand on a été élevé, qu'on a été le bon objet, celui qui rend fier ses parents, celui qu'on prend en exemple les autres parents. Alors c'est hyper culpabilisant parfois parce que les parents des autres vous prennent en exemple de dire « Ah t'as vu, elle travaille bien, c'est super, tu devrais faire comme elle. » Voilà. Mais qu'on a été le bon exemple et qu'on est là, le seul risque, la seule chose qui peut nous arriver quand on est au top, c'est de descendre et de décevoir les gens qui croient en vous. Et je sais que c'est pour ça que j'en suis arrivée là. Et donc, j'ai arrêté les bêtises et j'ai dit, écoutez, j'ai convoqué tout le monde et j'ai dit, moi, je veux revenir à ce que j'aimais au départ. Et ce que j'aimais au départ, c'était la psychologie. Donc, j'ai arrêté le notariat, j'ai pris des études et je me suis formée à la psychologie traditionnelle. Et dans mon parcours, j'ai rencontré les travaux de Martin Seligman, entre autres, qui est le papa de la psychologie positive. Et j'ai commencé à m'intéresser à la neuroscience parce que le cerveau humain ne finira jamais, jamais, jamais de m'émerveiller. C'est les interactions humaines, je pense que c'est la chose la plus merveilleuse qui existe, la plus complexe, la plus difficile, parfois la plus douloureuse, mais la plus merveilleuse quand on commence à s'y intéresser. Et la psychologie positive, c'est ce courant justement de la psychologie qui est une science. Donc ça me plaisait bien parce que c'était des chercheurs qui faisaient des études, donc avec un truc un peu sérieux, quoi. C'était pas juste des théories, même si dans les théories il y a des choses qui ont été prouvées après comme vraies et comme justes. Là, ça s'appuyait sur des études scientifiques et c'est cette partie de la psychologie qui s'intéresse à tous les facteurs, tout ce qui fait qu'un être humain peut se développer harmonieusement. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit de ce monde qui est complètement chaotique, ça ne vous aura pas échappé quand même, en dépit de nos souffrances, en dépit de nos douleurs, nous avons la faculté d'aller chercher et mobiliser des ressources en nous pour non seulement affronter ces moments difficiles, mais en plus pour nous créer une vie qui est riche, qui a du sens, qui nous ressemble et dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on peut fleurir, dans laquelle on peut s'épanouir. Ce qui est chouette, c'est que les neurosciences, donc avec les progrès techniques et l'imagerie médicale, sont venus infirmer ou confirmer des thèses psychologiques jusqu'alors, et qu'aujourd'hui on peut s'habiller, on sait de mieux en mieux quand même comment fonctionne un cerveau. On connaît au moins les fonctionnements, les mécanismes de base, et on peut s'appuyer là-dessus pour voir ce qui favorise notre développement ou au contraire ce qui peut l'inhiber et ce qui peut le contrarier et nous rendre complètement inefficaces. Et puis la psychologie positive, c'est une histoire de super-héros, mais une histoire de super-héros au sens philosophique du terme, c'est-à-dire au sens où les papas des super-héros, si vous regardez, ça vous dit quelque chose, tous les films de Marvel, les comics, les super-héros, quand on regarde bien et qu'on analyse, déjà c'est très psychanalytique et il y a toujours, c'est pas juste je suis un super-héros pour montrer mes super pouvoirs et l'humain augmenté qui va faire n'importe quoi et devient un tyran. Il y en a quelques-uns, ça c'est la force obscure. Mais sinon, un super-héros, c'est dans Spider-Man que c'est dit, que de grands pouvoirs engendrent de grandes responsabilités. Yes, je vois que vous le connaissez. Et c'est important. Avoir des super-pouvoirs pour soi seul,
c'est nul, ça ne sert à rien et ça fait de nous des êtres arrogants, condescendants et qui peuvent finir comme étant despotiques. Avoir des super pouvoirs, c'est pour les mettre au service du collectif, pour rendre le monde meilleur et pour rendre l'expérience de vie de chacun meilleure. Donc quand on est un super-héros, eh bien, il faut déjà démarrer par savoir ce que c'est que si on a des super pouvoirs, parce qu'on peut pas... Hein, voilà. Donc, ce qui est bien... Voilà. C'est qu'en psychologie positive, tout un pan de la psychologie positive initié par Seligman et Peterson, ça a été de découvrir ce qu'on appelle nos forces de caractère. Donc ils ont sillonné le monde entier pour aller interviewer des gens et essayer de, quelles que soient les cultures, quelle que soit la religion, quelles que soient les opinions politiques, pour essayer de faire ressortir des qualités humaines et universelles, partagées par tout le monde. Et ils en ont ressorti, extrait 24. Il existe 24 qualités humaines qu'ils appellent des forces de caractère. Et ils ont établi un questionnaire qui permet de les classer, de les hiérarchiser. Donc quand vous répondez, là je vous ai mis l'adresse, c'est totalement gratuit. Hein. Vous allez en ligne, vous passez le questionnaire et vous allez avoir votre classement de vos forces. Et donc ça classe les forces. Les 5 premières forces dans votre classement, ce sont ça vos super pouvoirs. C'est les qualités que vous pouvez actionner facilement, sans dépenser d'énergie, ça vous recharge en énergie et c'est là où vous êtes bon. Et puis il est intéressant dans ce questionnaire de regarder dans le classement les 2-3 dernières forces. Ça, c'est même pas la peine d'essayer de les développer. Dans cette vie-là, vous n'en ferez jamais l'expérience. Okay, sauf pour quelques-unes, la gratitude et l'amour, où là, on peut toujours s'améliorer. Dans notre système français et dans le système scolaire, les forces et les qualités, les super-pouvoirs qui sont valorisés, ça serait plus du genre persévérance, autorégulation, rigueur, amour de l'apprentissage, esprit critique, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces 5-là en top de notre liste? On est voué à échouer? Bon, c'est mort pour nous, on n'y arrivera jamais. Non, c'est juste qu'on se sent très en décalage avec le système et qu'on ne va pas être forcément tous les jours valorisé par le corps enseignant parce que ce n'est pas ça qu'on met en avant en premier. Et en plus, on est dans un système qui essaye de remédier aux faiblesses plutôt que d'essayer de booster les points forts. Alors c'est vrai qu'on peut critiquer les Américains, ils sont critiquables dans bien des domaines. En revanche, dans ce domaine-là, et il n'y a pas que les Américains, tous les pays du Nord le font aussi, sont dans le système inverse, c'est-à-dire qu'ils sont là pour potentialiser les forces, parce qu'ils savent que ça prend trop d'énergie d'essayer de remédier aux faiblesses. Donc pour être un super-héros bien dans ses bottes, il faut déjà, je vous invite à aller faire votre questionnaire, à remplir votre questionnaire, et après à voir dans votre quotidien comment vous pouvez utiliser vos 5 premières forces, et vous verrez que votre vie va devenir beaucoup plus efficace et beaucoup plus sympathique. Je le disais, un super pouvoir, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. La première des responsabilités, quand on est responsable des autres, c'est de prendre la responsabilité de son propre bien-être et de son propre bonheur. Vous savez, dans les avions, quand on nous dit s'il y a les masques à oxygène, en cas de dépressurisation de l'appareil, veuillez, et même si vous êtes accompagné d'un enfant en bas âge, veuillez vous équiper d'abord avant d'équiper l'autre. C'est un principe de base. On ne peut pas aider des gens si soi-même on n'est pas en capacité physique ou mentale de le faire. Quelqu'un qui est en dépression au fond de son lit, en burn-out ou en épuisement, je l'ai vécu, ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sauf peut-être à agrémenter les journées des copines elles-mêmes dépressives qui viennent peut-être se rassurer par complaisance à votre chevet. Mais hormis ça ne sert, ou alors aussi à combler le besoin des chevaliers, de ceux qui ont l'âme de l'infirmier ou du chevalier pour venir essayer de vous sauver. Hormis ça, quelqu'un qui ne va pas bien ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Attendez... ne sert à rien pour aider les autres. Si je suis au fond de mon lit, je ne peux pas aider les autres. Donc la première des choses, quand on veut
contribuer, utiliser ses super pouvoirs, c'est de prendre soin de soi. Or, prendre soin de soi, c'est prendre soin déjà de son cerveau et prendre soin des pouvoirs qu'on a dans notre cerveau. Or, aujourd'hui, on subit une surstimulation cognitive. On est agressé par nos portables, tous, les adultes, c'est pas qu'une maladie d'ado. Moi, la première, on est toujours connectés à regarder Twitter, à regarder nos trucs, les mails, les machins. Ça diminue l'efficacité cognitive. Moins bonne mémorisation, moins bonne attention, moins bonne concentration. Ça augmente le niveau du stress. La pression, on en parlait tout à l'heure, la pression diminue. La pression avec des enjeux de réussite très très forts diminue les capacités cognitives. Donc c'est contre-productif. Plus on se met la pression, plus on vous met la pression, moins ça marche. Alors la solution, c'est quoi ? Pas forcément le yoga, c'est juste que je trouvais l'image très sympa. C'est pas forcément le yoga, mais c'est de prendre soin de son corps. Et prendre soin de son corps, c'est prendre soin déjà de 3 choses de base. L'hydratation, et quand je dis hydratation, c'est l'eau. Il n'y a que l'eau qui hydrate, l'alcool c'est sympa mais ça n'hydrate pas. L'exercice physique, les Grecs anciens avaient très bien compris ça, les péripatéticiens, les péripatéticiens faisaient le tour de la ville avec leurs disciples et puis comme ça ils parlaient, ils discutaient et tout ça parce qu'ils s'étaient rendus compte que ça marchait beaucoup mieux quand on était en mouvement. Un corps en mouvement, c'est un cerveau qui fait plus de connexions. Donc rester les fesses rivées sur une chaise pendant 8 heures par jour, déjà c'est une hérésie, c'est n'importe quoi déjà, si on veut bien mémoriser et bien comprendre les choses. Donc de l'activité physique, puisque vous n'avez pas tous des yoga balls en cours, pas encore, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on arrête, il faut absolument aller bouger tous les jours, marcher, mais une marche tonique, c'est pas juste une petite promenade de santé. Enfin, le 3e pilier du super-héros et d'un super-héros en bonne santé, c'est de se sentir utile aux autres. Se sentir utile aux autres, c'est se rendre utile aux autres. Et se rendre utile aux autres, c'est quoi ? C'est aller aider, c'est contribuer, avoir le sentiment qu'on contribue. Donc c'est aider chacun à son niveau, à son petit niveau. Pourquoi ? Pour sentir ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un tout, à quelque chose qui nous dépasse, et sentir aussi de la gratitude, éprouver ce que c'est que la gratitude. La gratitude, c'est quand on a l'élan de dire merci, quand quelqu'un ou quelque chose nous a procuré du plaisir. Et ça vient stimuler notre nerf vague. Il y a un nerf dans le corps qui s'appelle le nerf vague, qui lui est le pilote de notre système immunitaire. Donc plus on est dans cette attitude-là de gratitude, et donc quand on aide les autres nous renvoient de la gratitude, et donc nous, ça nous donne aussi envie de donner de la gratitude et de reconnaître ce qui est chouette dans notre vie. Plus on se sent relié aux autres, en plus, plus on augmente notre taux d'ocytocine dans notre cerveau. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du câlin et de l'attachement. Plus on se sent bien, et ça donne un sens à notre vie. Et pour conclure, je conclurai, puisqu'on était sur « Il faut trouver un juste milieu », sur un grand philosophe qui s'appelle Monsieur Miyagi. Monsieur Miyagi, Karate Kid, 1984. Il y a eu un remake avec Jaden Smith, et Jackie Chan. Mais il disait pas ça, Jackie Chan. Donc le vrai Monsieur Miyagi disait « Apprends d'abord l'équilibre. L'équilibre est la clé. Si équilibre bon, bon karaté. Si équilibre mauvais, fais tes valises et rentre chez ta mère. » Compris ? Merci.